Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Face au vieillissement de la population, la ministre du Travail, des Solidarités et de la Famille, Catherine Vautrin, veut lancer un plan démographie 2050. Alors, quels sont les leviers? Comment analyser cette chute de la natalité? On en parle dans quelques minutes avec nos invités. Partez à la découverte des différentes créatures volantes, de l'oiseau à la libellule en passant par les avions. Le musée de l'air et de l'espace vous propose de prendre un peu de hauteur. On en parle dans la seconde partie de l'émission. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité éducation du jour avec Shirley Adélaïde. Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence ce journal avec la présentation aujourd'hui du programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle devant les syndicats et les représentants d'élèves. Très attendu par le planning familial, un certain nombre d'organisations de parents et des syndicats aussi d'une part, très critiqué par le milieu conservateur d'autre part. Ce programme, maintes fois modifié, avait pris du retard avec la chute du gouvernement Barnier en décembre dernier. Mais cet après-midi, Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, en a détaillé le contenu pour une application dès la rentrée prochaine de septembre. Un programme qui prévoit 3 séances par an dans les écoles, les collèges, les lycées publics et privés. 3 séances pour apprendre aux élèves la notion de consentement et parler de discrimination de genre ou de sexualité. Des séances qui, on le rappelle, étaient obligatoires depuis 2001, mais dispensées que dans 15% des établissements, la plupart du temps pour éviter certaines polémiques. Dans le nouveau texte, l'identité de genre n'est abordée qu'à partir de la classe de seconde. Les parents d'élèves seront désormais informés du contenu de ces séances qui restent obligatoires. Et puis, on ne parle de sexualité qu'au collège et au lycée en ajustant les thèmes en fonction de l'âge et de la maturité des élèves. Dans une tribune publiée hier matin dans le journal Le Monde, Anne Genetet, l'ex-ministre de l'Éducation nationale, s'est exprimée sur ce projet qu'elle a porté pendant son mandat de septembre à décembre 2024. Avec ce programme, chaque professeur sait exactement ce qu'il doit enseigner et comment le faire. Des guides pédagogiques détaillés, des outils conçus avec l'aide d'experts et des formations spécifiques permettront de répondre aux interrogations des élèves, mais aussi d'aborder ces thématiques avec sérénité et assurance. Les syndicats de l'éducation nationale et les organisations de parents d'élèves ont déposé au total 150 amendements pour contester notamment certaines formulations. Alors sur quoi portent ces amendements? Grégoire Ancel, président national de la FCPE, en parlait ce midi sur France Info. Par exemple, sur les questions, des questions qu'on peut se poser par rapport à son identité de genre, par rapport au fait qu'il faut parler de la composition multiple des familles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas une famille comme une autre. Il y a beaucoup de façons de faire famille. Et donc, il ne faut pas stéréotyper en un seul modèle de famille. Il faut clairement parler des choses. Il faut rappeler que, par exemple, l'homophobie est un délit. Voilà, on ne peut pas être en critique de l'homophobie, de l'homosexualité, pardon. L'homophobie est un délit. Le fait de se moquer d'un camarade qui est gros, c'est de la grossophobie, c'est aussi interdit. Donc il faut nommer les choses. Alors, des amendements, oui, mais la FCPE approuve largement ce texte. La preuve, Grégoire Ancel, toujours. On considère que c'est un texte de progrès qui va permettre à chacun de se positionner dans sa vie d'adulte et donc parler de la vie, parler des choses telles qu'elles sont, ne pas édulcorer les choses, permettre aux enfants de comprendre en fonction de son âge, en fonction de son niveau scolaire. C'est extrêmement important parce que c'est comme ça que l'on nomme les choses. Vous savez, par exemple, c'est à l'école que les premières photos intimes, si je peux me permettre l'expression, circulent. C'est à l'âge de l'école qu'on retrouve dans des WhatsApp familiaux, amicaux, ces premières photos. Et donc pour nous, par exemple, c'est très important qu'on puisse sensibiliser dès l'école les enfants sur l'importance de faire extrêmement attention à ces clichés, à ne pas les diffuser pour les protéger dans leur usage des réseaux sociaux et faire en sorte qu'ils ne fassent pas n'importe quoi et qu'ils se mettent en danger. En Moselle, dans l'est de la France, l'arrestation en plein cours d'une collégienne sans papier originaire du Burkina Faso suscite évidemment une vague d'indignation. Oui, c'est une histoire qui s'est déroulée la semaine dernière dans le collège Paul Verlaine à Mézières-les-Messes. La jeune fille de 14 ans s'est fait emmener par les gendarmes puis reconduire à la frontière belge avec sa maman et son petit frère. La famille avait fui le Burkina Faso pour se réfugier en Europe. À la suite du dernier coup d'État, ce sont les syndicats prévenus par les professeurs
professeurs qui ont été les premiers à s'exprimer publiquement. Une honte, dénonce le SNES Lorraine sur Facebook. Et à la suite du post, une vague de commentaires sur les réseaux sociaux où les internautes ont exprimé ces derniers jours leur colère et leur désaccord face à cette interpellation. Interpellation qui a choqué élèves comme professeurs. Ce matin, Elisabeth Borne a rappelé dans un courrier adressé au recteur des différentes académies qu'il est strictement interdit d'interpeller un élève dans un établissement scolaire dans le cadre de procédures d'éloignement. Plusieurs syndicats appellent à un rassemblement vendredi devant la préfecture de Moselle. Après la mort samedi dernier du jeune Elias, 14 ans, poignardé lors d'une tentative de racket, faut-il revoir les procédures en matière de justice des mineurs? Oui, une question qui se pose dans la mesure où les deux jeunes qui sont suspectés d'avoir porté le coup mortel sont deux adolescents délinquants récidivistes déjà connus par la justice pour des faits de vol et avec violence. Leur jugement définitif devait avoir lieu en juin prochain. Les deux jeunes mineurs devraient-ils comparaître immédiatement? Procédure réservée aujourd'hui aux adultes. Marie-Suzanne Lequéo est procureure générale de Paris. Elle répondait à cette question ce matin sur France Inter. On l'écoute. Ce qui est important pour ces jeunes, c'est d'éviter donc qu'ils puissent récidiver. Il y a donc à la fois pour eux la nécessité d'être certains d'avoir une sanction et aussi un travail éducatif à mener avec eux. Parce que aujourd'hui, la délinquance des mineurs a changé de visage. C'est une délinquance, et tout le monde s'accorde à le dire, de plus en plus violente. Nous avons été tous très consternés par le drame qui s'est passé ce week-end où un adolescent de 14 ans a trouvé la mort. Plus vite. Il faut évaluer à cet égard les dispositions qui ont été mises en place relativement récemment, puisqu'on a réformé donc le droit des mineurs et qu'on a mis en place un code de la justice des mineurs. Ce code de la justice des mineurs, il sépare le moment où on déclare le mineur coupable et le mineur où il est sanctionné. Et c'est ce temps-là, entre la déclaration de culpabilité et la peine prononcée, qui doit être aujourd'hui évalué au regard de l'évolution de la délinquance des mineurs. Donc une réévaluation entre la culpabilité, la déclaration de la culpabilité et la sanction prononcée. Voilà ce que proposait Marie-Suzanne Lequéo, procureure générale de Paris. Pour rappel, un rapport du Sénat de 2022 soulignait également l'importance de la lutte contre le décrochage scolaire pour prévenir la délinquance et éviter la récidive. En Seine-Saint-Denis, au Blanc-Ménil, un directeur d'école a été suspendu par le rectorat de Créteil. Cela fait suite à une décision de la Cour administrative d'appel de Paris qui a souligné les liens de ce directeur avec, je cite, l'idéologie islamiste radicale. L'affaire remonte à l'été 2024. Dans le cadre des mesures de sécurité en vue des JO de Paris, le ministère de l'Intérieur avait placé plusieurs personnes sous surveillance via des mesures individuelles de contrôle. Et dans ce contexte, le directeur concerné avait été soumis à des restrictions de déplacement, à des obligations de signalement aussi, mesures qu'il avait contestées mais validées. Et ce sont les renseignements fournis qui ont indiqué les liens étroits avec des réseaux islamistes comme la fréquentation de la mosquée At-Tawhid du Blanc-Ménil, qualifiée de radicale par la décision de justice. Les avocats du directeur n'ont pour l'instant pas souhaité s'exprimer. Direction la Serbie maintenant, où un mouvement étudiant vient à bout du gouvernement. Blocage quotidien de routes, une soixantaine d'universités en grève, manifestations dans la rue. C'est un mouvement de contestation inédit que les étudiants serbes mènent depuis le mois de novembre, date à laquelle l'auvent de la gare de Novi Sad, deuxième ville du pays, s'est effondré, entraînant la mort de 15 personnes. Un drame survenu quelques mois seulement après la fin des travaux de rénovation de cette gare. Et selon la population, il témoigne de la corruption et des négligences du pouvoir en Serbie. L'une des premières revendications a été la démission du Premier ministre Miloš Vučević, qui, avant d'occuper le poste de Premier ministre, était donc maire de Novi Sad au moment des travaux. Au terme des 3 mois de mobilisation, hier, mardi 28 janvier, le Premier ministre et le maire de la ville, Milan Đurić, ont démissionné. Réaction de Dušan, 22 ans, qui raconte ce qui le pousse à descendre dans la rue. Il était au micro de Louis Seyé sur France Inter. On manifeste pour exprimer notre mécontentement par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Quand le bâtiment de la gare s'est effondré à Novi Sad et que 15 personnes sont mortes, on s'est tous dit « ça suffit, il faut qu'on fasse notre part ». Ces blocages, c'est notre façon de montrer qu'on va faire de notre mieux pour changer les choses.
Un mouvement étudiant pacifique et indépendant auquel l'opinion publique serbe adhère. Son premier appel à la grève générale vendredi dernier a été suivi par des artistes, des avocats, des enseignants, une partie du service public aussi, pour ce qui a été l'une des manifestations les plus importantes depuis 25 ans en Serbie. Retour en France et on termine avec une note culturelle. Tous les ans, Angoulême devient le cœur battant de la bande dessinée. C'est un rendez-vous attendu pour tous les mordus du 9e art. Mais cette année, l'ambiance, Shirley, est un peu morose. Oui, la 52e édition du Festival de la BD d'Angoulême, qui démarre demain, est entachée par les révélations récentes du journal L'Humanité. Révélations qui dénoncent des changements de ligne éditoriale de plus en plus commerciales au détriment de la valorisation des auteurs, de la part de la société qui gère le festival, des malversations financières aussi et des maltraitances managériales. Voilà ce que révèle donc le journal L'Humanité. Et l'autrice de l'enquête, la journaliste Lucie Servin, était au micro de France Culture aujourd'hui. Elle est notamment revenue sur ce partenariat entre le festival et la marque de fast-food Quick qui en a choqué plus d'un. Pour les professionnels, c'est vrai que le Festival d'Angoulême a permis aussi la reconnaissance de la bande dessinée en tant qu'art et que lier Quick à la bande dessinée, ça ruine, si vous voulez, tous les efforts qui sont faits pour valoriser l'artistique, les auteurs et le travail des éditeurs pour faire reconnaître la bande dessinée. Alors même si l'actualité occulte un peu le reste, il faut quand même dire que la programmation de cette 52e édition est prometteuse, avec l'Espagne comme invité d'honneur, le manga aussi qui se taille la part du lion et une grande place donnée à la BD internationale. Le Festival de la BD d'Angoulême, c'est à partir de demain et jusqu'à dimanche. Merci Shirley pour ces infos. Seulement 663 000 bébés sont nés en France en 2024. La natalité dans l'Hexagone connaît son taux le plus bas depuis 1946. Et si on connaît un peu les raisons de cette chute des naissances, on voudrait analyser ensemble les politiques de fertilité et surtout l'impact de cette baisse de la démographie. On en parle tout de suite avec notre invité. En France, en moyenne, un couple sur 4 a des problèmes pour devenir parent et le taux de fécondité de la population française diminue depuis plusieurs années. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau professeur Samir Hamama. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes médecin de la reproduction. Merci d'être avec nous. Vous êtes également président de la Fédération française d'études de la reproduction, la FFER. Après avoir lancé sa volonté de réarmement démographique il y a maintenant, je crois, un an, le président Emmanuel Macron a annoncé mardi 16 janvier lors d'une conférence de presse à l'Élysée, je cite, un grand plan de lutte contre la fertilité, contre l'infertilité, pardon, parce que c'est pas la fertilité justement. Samir Hamama, vous êtes auteur d'un rapport qui pourrait inspirer justement ce plan de lutte contre l'infertilité. Ce rapport, il date de 2022. Si je compte bien, ça fait plus de 2 ans, n'est-ce pas, que vous attendiez enfin un espoir, peut-être ? Certainement. Certainement, parce qu'à quelques semaines près, ça fait même 3 ans qu'on a été remis, parce que la loi dite bioéthique qui a été votée, promulguée le 2 août 2021, dans son article 4, stipule la réalisation du premier plan national fertilité. C'est ainsi que j'étais honoré d'être sollicité pour élaborer ces plans. Donc il a fallu mettre en place un comité d'expertes et d'experts. Nous avons réalisé, compte tenu des contextes sanitaires de l'époque, plus de 130 auditions en présentiel et en distanciel, dont personnes morales et personnes physiques. Parmi les personnes morales, 5 cabinets ministériels, et puis des personnes physiques, des experts et experts du monde entier. D'accord, pardon, professeur de vous interrompre, mais pour comprendre à quel point il y a urgence, parce que quand le président parle de réarmement démographique, forcément, ces mots-là ne sont pas passés inaperçus. Tout le monde en a parlé en France et d'ailleurs ailleurs aussi en Europe. Ce plan de lutte contre l'infertilité et puis tout ce qui va avec, finalement, on peut se poser la question de savoir si on est tous concernés. Je pense que c'est un problème majeur de santé publique. À partir de là, on est tous concernés. Voyez-vous, en France, il y a 3,3 millions hommes, femmes confondus en âge de procréer qui sont infertiles. Mais ces chiffres-là, il faudra les multiplier par 2, car il faudra intégrer le ou la partenaire. Ce qui fait qu'il y a plus de 6 millions de personnes actives en maladie d'enfanter.
Ça veut dire plus de personnes concernées que le diabète, par exemple, en France. Vous avez raison. À l'échelle mondiale, il y a autant de personnes diabétiques que des personnes infertiles. Mais on a plus de facilité à parler du diabète qu'à parler de l'infertilité. Pourquoi? Bien parce que c'est une maladie qui touche à l'intime, qui touche à la famille, qui touche à la société, qui touche à la religion et qui touche à la politique. Et je me réjouis que le chef de l'État, le 16 janvier dernier, il y a tout juste un an, dans son adresse à la nation, il s'est déclaré que l'infertilité était une priorité nationale parce que c'est un problème majeur et pour laquelle il faudra lutter car le nombre de personnes infertiles ne cesse d'augmenter. L'infertilité augmente partout dans le monde, y compris en Afrique, de 0,3 et 0,4% chez l'homme et chez la femme par an. Donc c'est la raison pour laquelle, à l'échelle mondiale, il y a 300 millions de personnes qui souffrent de l'infertilité. Et en Europe, il y a 40 millions. Donc vous voyez l'ampleur. Et il se trouve qu'actuellement, non seulement l'infertilité augmente, mais vous avez également la natalité baisse. Donc, dans la prise en charge de couples infertiles, ce qu'on appelle la PMA dans notre jargon, et pour vous téléspectateurs, eh bien, il suffit d'améliorer les résultats de taux de succès. Ça permet ni plus ni moins de ralentir la courbe de natalité. Aujourd'hui en France, la PMA permet la naissance de plus de 30 à 35 000 enfants, soit de l'ordre de 4% de naissances annuelles en France. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est temps d'en parler, identifier les causes qui aboutissent à cette infertilité et puis mettre en place un vrai plan d'action qu'on appelle purement et simplement une stratégie de prévention. On va en parler de manière très précise, évidemment. On va tout décortiquer ensemble, de comprendre effectivement les causes et de savoir aussi quelles sont les propositions que vous faites via ce rapport. Je voudrais juste qu'on distingue ensemble, si vous voulez bien, un tout petit mot sur ce qu'on appelle les child free et donc ceux qui revendiquent le fait de ne pas avoir d'enfants, et puis ce qu'on appelle malheureusement les childless, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas choisi finalement de ne pas devenir parents. Donc, effectivement, les child free, ça vient de la Russie. Le président russe a déclaré que certes les femmes ont le droit, les personnes en âge de procréer, hommes-femmes qui n'aient pas souhaité d'avoir de mômes, ils ont le droit, mais ils n'ont pas le droit de s'exprimer en public. Et ça expose chacun à une pénalité de l'ordre de 4 000 €. Et en même temps, si on va voyager en Corée du Sud, vous voyez aussi des panneaux, c'est marqué « No Kids Zone ». Ça veut dire, vous n'avez pas le droit de venir avec un enfant. Par contre, vous avez le droit de venir avec votre chien ou votre lapin. Alors, dans un pays où la dénatalité, elle est énorme. Voyez-vous, la Corée du Sud et la France, dans les années 80-90, on était aux alentours d'1 million de naissances par an. La France, en 2024, on a terminé à 662 000 naissances. Et en Corée du Sud, de l'ordre de 210 000 naissances. Ce que vous voulez dire par là, excusez-moi professeur, ça veut dire que c'est une idéologie qui est aussi véhiculée à travers ces différents pays que vous citez et aussi en France, de dire que finalement l'enfant peut être un poids, c'est ça? Il faudra comprendre, en France, vous avez 30% des femmes, c'est déclaré de ne pas souhaiter d'avoir d'enfants. Et quand on leur pose la question, eh bien, elle dit, parmi les causes, j'ai pas de moyens d'élever un enfant, j'ai envie de vivre, j'ai envie de voyager, il y a la crise, il y a l'inflation, il y a le Covid qui est passé par là, je favorise mon travail, etc., etc. Ce qu'on peut entendre. Ce qu'on peut attendre légitimement, oui. Bien entendu. Au fait, la vraie question, est-ce que la France, aujourd'hui, en 2025, est en mesure d'offrir à une femme la possibilité d'articuler et de concilier entre sa vie professionnelle et sa vie de femme? La réponse est non, hélas. Si on se comparait avec l'Europe du Nord, pour ne pas aller loin, où tout est mis en place pour simplifier, mais en aucun cas, qu'il faille obliger les gens, les forcer à faire des enfants. Car ça relève de droit de chacun, ça relève de l'intime, mais en aucun cas, on a le droit de les obliger.
Bien sûr. J'aimerais citer la journaliste et essayiste Salomé Saké, que vous devez sûrement connaître, qui parlait d'un empêchement de la société à avoir des enfants. Justement, c'est pour aller aussi dans le sens de ce que vous disiez. Elle soulignait que la société empêche de faire des enfants par le manque de moyens, d'avenir correct, de paix et de justice aussi. Cette notion est très importante aussi, cette justice, le fait de... c'est plus un choix de ne pas avoir d'enfants, mais une obligation forcée au regard du monde dans lequel on vit. Cette justice sociale, ce rapport égalitaire homme-femme, cette notion aussi de violence. Au fait, votre remarque ramène à plusieurs réponses. La première, c'est d'ordre politique. Vous voyez le parti de gauche, de vert, de rouge, écologiste, qui ne cesse de culpabiliser les gens en disant « ne faites pas d'enfants, on est trop sur Terre ». Et il continue à dire oui, on assiste à la disparition de l'écosystème et puis à l'altération de la biodiversité. Mais de quoi parlons-nous? On parle des êtres vivants. Et l'homme dans tout ça, ce n'est pas un être vivant? Donc l'idée selon laquelle on sera 10 ou 12 milliards, et c'est une purement et simplement fausse et sans fondement. C'est faux? C'est une fausse information? Totalement faux. Et je m'inscris en défaut, quelqu'un me montre un chiffre. Je prends pour preuve, prenez la Corée du Sud. Aujourd'hui, c'est un pays qui fait 51 millions. En 2100, il fera 20 millions. Et en 2250, elle disparaît. Et nous, en France, même courbe? Non, un peu moins, fort heureusement. Un peu moins, mais je veux dire, c'est une courbe descendante aussi? Je vous rappelle, absolument. Je vous rappelle, pour ne pas aller très loin, entre 2010 et 2024, nous avons perdu 340 000 naissances par an. Mais on a allongé... Ça représente 22% de baisse. On a allongé la vie des Français aussi. C'est-à-dire qu'on a plus de personnes âgées qui sont en vie. Ce que vous êtes en train de me dire, nous vivons dans une société complètement vieillissante. Au fait, la Terre entière est vieillissante actuellement. Ouais. Voyez-vous, les 15 ou 20 dernières années, nous avons fermé en France 5000 écoles. Je parle bien de fermeture d'écoles. Ouais. Et nous avons créé entre 600 et 700 EHPAD. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'étais récemment invité par le MEDEF pour dire, mais au fait, nous, chefs d'entreprise, qu'est-ce que je ferai dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Aurais-je les main-d'œuvre qualifiées pour faire tourner la machine, pour faire tourner l'entreprise? Aujourd'hui, vous avez, si on reste dans les pays européens, équivalent à 4 personnes actives pour une personne de plus de 65 ans. En 2040, il y aura une, voire deux selon le pays. Et la France, il y en aura une personne. Donc c'est la raison pour laquelle, face à ces vieillissements, quel est l'impact de le vieillissement sur la... Et c'est aussi pour ça que Catherine Vautrin a prévu un plan démographique 2050. On va y revenir juste après parce que j'aimerais qu'on reste bien sur cette logique-là des causes qui font qu'il y a une baisse de natalité, qu'il y a une lutte contre l'infertilité que vous tentez de réduire, notamment grâce au plan que vous avez rédigé. Vous parliez des causes budgétaires. Pourquoi ne pas parler simplement, et peut-être que vous l'avez déjà fait d'ailleurs, mais du budget aussi que représente un enfant? Lorsque vous dites effectivement que tout simplement, on n'a peut-être pas les moyens à la fois psychologiques, mentaux, budgétaires, économiques, pour pouvoir s'occuper d'un enfant. Mais je vais répondre à l'inverse. Même quand on a des moyens, on s'expose à l'absence des places disponibles en crèche. Oui. En France, on manque entre 200 et 250 000. Personne n'est en mesure de vous donner des chiffres exacts. Alors là, vous répondrez justement au plan de démographie 2050 qu'a prévu Catherine Vautrin. J'attends des actes. J'ai vu Madame la ministre Vautrin. Et je pense qu'elle est déterminée justement à prendre cette problématique parce qu'il s'agit avant tout des enjeux de souveraineté nationale. Vous voyez, si on prend... On est tous d'accord pour dire que ça relève de l'intime de ne pas faire un enfant ou de faire un enfant. Mais en même temps, quel est l'impact si on décide de ne plus en faire? Eh bien, il suffit de regarder quelques chiffres. Dans 10 ans, dans 15 ans, il y aura un exploitant agricole sur 2 et il ferme son exploitation. Aujourd'hui, dans le corps médical, vous avez 54% de médecins qui ont plus de 50 ans. Si l'impact des vieillissements, s'il est vraiment vieilli, quid de l'innovation et de la recherche?
quid de notre sécurité et de l'armement. Donc si vous n'avez de moins en moins des personnes disponibles en âge de travailler pour faire tourner les pays, que devenons-nous? C'est surtout cette notion de choix qui est importante, de savoir si on a le choix de pouvoir dire oui ou non, et c'est ce que vous avez dit dès le départ. La politique familiale est très importante, dit le sociologue Julien Damon, parce qu'elle est centrée sur les familles nombreuses, effectivement, et c'est plus adapté, il observe cela. Dans les années 50, je cite, on estimait que le premier enfant viendrait tout seul, le deuxième ne serait pas très compliqué, et que c'est au troisième qu'il fallait investir. Or, le contexte a changé. Qu'en pensez-vous ? C'est vraiment le choix de l'intime de chaque couple. Oui, de faire ou ne pas faire. Mais aujourd'hui, je pense, vous trouvez normal que notre politique familiale et nataliste qui remonte à 80 ans. C'est ça, ce qu'il dit. Vous ne pensez pas qu'il va falloir le repenser totalement? Il dit qu'il faut absolument accompagner l'arrivée du premier enfant et pas se concentrer sur le troisième ou le deuxième. Mais parce que le premier, c'est là où il y a l'investissement sur le plan pécuniaire. C'est là où il y a beaucoup d'investissement. Le deuxième, c'est vrai, ça coûte moins. Mais encore une fois, il charge à la société d'apporter une aide. Je dirais, pour ne pas rentrer de détails et diluer le message, mais je pense avant tout, notre but, c'est de pouvoir offrir à une femme, si elle le souhaite, ou un père, la possibilité de concilier entre les deux vies professionnelles et vie de famille. Deuxièmement, je crois qu'il est temps de ne plus parler de congé de maternité. Il faudra plutôt parler de congé parental. On laisse au couple le choix. Par exemple, si vous allez au pays nordique, entre 18 et 24 mois, on laisse au couple de choisir. Tu fais 6 mois, j'ai fait 12 mois, j'ai fait 18 mois, avec la garantie de préserver votre salaire intégral sans perdre votre emploi. Et puis, dès le premier trimestre, vous travaillez 1 heure en moins par jour, le deuxième trimestre 2 heures et le troisième trimestre 3 heures. Donc, il faut proposer des mesures incitatives. Ça ne veut pas dire obliger les gens à enfanter, mais simplement de dire, on est là, par exemple, faciliter l'accès au crédit, faciliter l'accès au logement. Et puis, regardez, je crois, de manière aussi précise, la population dite urbaine n'a pas le même besoin que la population rurale. Mais aujourd'hui, ce qui est encore plus frappant, c'est dans la population rurale où il y a le plus de baisse. Bien sûr. Cette infertilité, effectivement, vous parliez du côté tabou de l'intime qui est très présent et du fait que c'était assez tu pendant des années, alors que la démographie est en baisse depuis bien longtemps, depuis plusieurs décennies maintenant. Le débat sur les cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle a fait donc beaucoup parler. Est-ce que c'est un moteur aussi pour aller vers ce plan de lutte ? Mais plus que jamais, vous voyez-vous, une femme sur 4 à 30 ans s'expose à un problème d'infertilité, une femme sur 3 à l'âge de 35 ans et une femme sur 2 à l'âge de 40 ans, premièrement. Deuxièmement, les Français doivent savoir que leur fertilité chute avec l'âge et que la fertilité est optimale dans l'espèce humaine à l'âge de 25 ans. Donc ça, il faut l'apprendre le plus tôt possible? Il faut l'apprendre à l'école? Il faudra, dans le cadre de ce qu'on propose dans le plan remis au gouvernement, de commencer dès le collège. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Il y a 1 heure, ce qu'on appelle autour de l'éducation sexuelle par an, au bon vouloir de proviseurs. On parle de l'IVG, on parle de contraception, on parle des IST, enfin, infections sexuellement transmissibles, mais on ne parle jamais de la santé reproductive. Or, votre santé reproductive est un indicateur de votre santé en général. Je prends un exemple. Les femmes qui souffrent ce qu'on appelle d'insuffisance ovarienne prématurée, ça représente 2-3%. Ça veut dire, en d'autres termes, ils ont une réserve ovarienne extrêmement abaissée, voire à plat. Eh bien, ces femmes-là, dans le cadre du programme France Génomique 2025, peuvent bénéficier de ce qu'on appelle du séquençage à haut débit. Eh bien, on ne cesse d'identifier des panels de gènes de plus en plus impliqués dans des maladies graves telles que le cancer. Ça voudrait dire que ces gens-là vont vivre 4 à 5 années en espérance de vie en moins. Il en est de même pour les hommes qui ont ce qu'on appelle une azoospermie non obstructive. Donc ça veut dire sensibiliser pour pouvoir mieux déceler aussi
les maladies à venir et en tout cas, du moins, le potentiel, par exemple, pour pouvoir congeler ses ovocytes. Enfin, vers où on peut aller pour justement programmer, si à 20 ans on n'a pas forcément envie d'avoir un enfant, mais qu'on se dit peut-être qu'à 30 ça arrivera, peut-être qu'il faut le fait d'en parler plus tôt peut être un moteur aussi. Absolument. Donc il y a 2 façons de répondre à votre question. La première, on propose dans le rapport ce que l'on appelle la consultation dite longue. La Sécurité sociale vous envoie un courrier à l'âge de 29 ans. Nous, on propose, et je vous dirai pourquoi 29, vous dire, madame ou monsieur, si vous le souhaitez, vous pouvez bénéficier d'une consultation de 3/4 d'heure, dans le but de faire un check de sa fertilité. On ne va pas vous dire, madame, vous êtes fertile ou infertile. On va vous dire, vous avez une réserve normale. Je vous vois dans un an, si vous le souhaitez. Et si, par malheur, vous avez une réserve altérée, eh bien, on vous propose ce qu'on appelle la préservation de la fertilité dite médicale. Grâce à la loi de 2021, dite bioéthique, eh bien, on a obtenu la possibilité, ce qu'on appelle la prévention, que c'est ceux qui souhaitent, en l'absence d'une indication médicale, de préserver sa fertilité. Alors, chose étrange, je prends mon propre service. En 2 ans et demi, on voyait que de femmes qui se présentaient. C'est souvent des femmes âgées de 35, 36. La loi aujourd'hui vous permet entre 29 jusqu'à 37 ans pour la femme et entre 29 et 45 ans pour les hommes. Pourquoi 29 ans, pardon? Il ne reste plus qu'une minute, mais j'en juste pourquoi 29? 29 parce que si vous regardez l'âge moyen de premier accouchement, aujourd'hui dans la grande ville comme Paris, il est à 34 ans. Il y a 30 ans, c'était de 24 ans. Donc ces reculs d'âge provoquent ce que j'appelle les causes d'infertilité dite sociétale. Les femmes font de plus en plus des études longues et donc le temps qu'ils finissent sa formation universitaire, elle a trouvé son prince ou sa princesse. Mais pourquoi pas ouvrir à l'âge plus tôt, en termes d'âge, de manière à ce que justement, parce que je crois à 20 ans, 25 ans, on a autre chose à faire que de penser d'aller checker sa fertilité. À moins qu'on ait eu des cours d'éducation justement à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école et qu'on ait été sensibilisé sur le sujet. Absolument, d'où la raison pour laquelle la mise en place d'une stratégie de prévention, de consacrer une journée par an où on peut informer et éduquer à l'échelle collective et à l'échelle individuelle. Merci beaucoup, docteur. Merci, professeur Samir Hamama, d'être venu sur ce plateau nous parler effectivement à la fois de ce plan que vous avez rédigé sur la lutte contre l'infertilité, effectivement avec cette prise de position il y a 2 semaines de Emmanuel Macron, cette conférence de presse qui annonçait donc un grand plan de lutte contre l'infertilité dans la ligne du réarmement démographique. Merci 1000 fois. Et puis, écoutez, on se revoit dans quelques mois en espérant que ça a avancé et que vous ayez de belles choses à nous annoncer. Je vais y arriver. Je ne parle pas français aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le grand JT de l'éducation, je suis ravie d'accueillir Victorienne Magnien. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargée de collection au musée de l'air et de l'espace, un musée absolument fantastique à découvrir si vous ne le connaissez pas encore, et notamment grâce à cette exposition qui a déjà démarré, qui s'appelle Flight. A priori, Flight, ça parle à tout le monde. Flight, c'est du 17 décembre, donc ça a déjà commencé jusqu'au 27 juillet 2025, autour de cette thématique de ce que veut dire donc voler. Et effectivement, avec le vol, on imagine, flight, forcément les avions, mais on le voit grâce à l'affiche d'ailleurs, ces animaux, ces oiseaux, forcément. Oui, c'est vraiment une exposition donc itinérante qui commence par la France et qui va se poursuivre en Allemagne, en Belgique et en Espagne chez nos partenaires. Et ça repose sur la découverte du principe du vol qui sera abordé avec une certaine diversité parmi les collections. On a des animaux naturalisés, des modèles réduits. Il y aura également des manipulations assez nombreuses pour aider à comprendre tous ces principes. Voilà. Oui, effectivement, j'ai vu que des manipulations, des ateliers qui sont prévus, on imagine de nombreux enfants vouloir comprendre aussi tout simplement ce qu'est le principe de voler. Cette exposition, c'est le fruit d'un travail collaboratif entre plusieurs musées, on va peut-être pas tous les citer, mais c'est là où ça devient intéressant, à la fois effectivement le musée de l'air et de l'espace, Paris-Le Bourget, puis aussi effectivement l'Institut royal des sciences naturelles de Bruxelles. Donc on voit bien qu'en fait, tout est parti de l'idée de l'observation finalement de l'animal.
animal. Est-ce que c'est aussi comme ça, et on va y venir sur cette séquence qui est absolument géniale, qui s'appelle l'espace rêve de voler. Est-ce que c'est comme ça que se sont inspirés les pionniers de l'aviation? Oui, absolument. En fait, c'est une démarche scientifique qui repose vraiment sur l'observation, la compréhension et puis l'imitation des déplacements des animaux pour pouvoir ensuite développer le vol humain à bord de machines qui ont pris différentes formes au fil des essais. Alors, au fil des essais, les premiers essais ont démarré quand? Alors, au 19e siècle, voilà, ou même peut-être pour la toute fin du 18e, on peut dire. Ça dépend quelle forme on prend, en fait. Si on parle du vol battu, ça a commencé très tôt. Donc, on commence par s'attacher. C'est quoi le vol battu? Rappelez-nous. En fait, on imite tout simplement un oiseau. Voilà, le plus simplement du monde. Alors, ça n'a pas très, très bien marché. Il y a également eu des machines à vol battu qu'on appelait des ornithoptères. Donc, ça a rapidement été abandonné, en fait, face à la concurrence des machines à ailes fixes. D'accord. Et alors donc, ça, ce sont les premières tentatives, si je puis dire. Celle qui a marché, la plus connue, qui a été l'élément déclencheur, ce sont deux frères, non? Wright aussi. Les frères Wright, oui. Voilà, c'est ça. Oui. Exactement. Racontez-nous comment ça s'est passé. Alors, pour les frères Wright, en fait, ils ont utilisé un planeur. Alors, il y a un petit peu une polémique parce qu'on parle de Clément Ader, qui a utilisé le vol motorisé également en 1890. Il y a encore un peu débat aujourd'hui sur le fait que ça puisse avoir été... Enfin, qui a été le premier, en réalité, à... Oui, parce que Wright, c'était en 1903 ou 4, je ne sais plus. C'est ça, c'est dans les premières années, en fait, 1900, oui, effectivement, donc ce serait antécédent. Oui, voilà. Et donc, enfin, antérieur, je veux dire, pardon. La première, en tout cas, les premières machines qu'on imagine et qui vont être les ancêtres, finalement, de l'aviation, de l'hélicoptère, enfin, de toutes ces machines qui volent, elles démarrent il n'y a pas si longtemps, en fait. Non, c'est très proche. Et d'ailleurs, on a présenté, alors c'était l'occasion pour nous de présenter... la PAL, qui a pris 2 ans de restauration de l'hélicoptère de Étienne Emichen. Donc, c'est son hélicoptère numéro 2. Et on a fêté l'année dernière le centenaire de ce premier vol. Donc, un hélicoptère qui s'inspire du vol des insectes, puisqu'on est sur l'inspiration du monde animal. Donc, une aile de papillon de nuit. C'est vraiment la pièce maîtresse de la séquence, puisqu'elle est très grande. La machine faisait 15 mètres au total. Et elle a réussi à voler. Voilà, donc, et alors, c'est une structure, parce que là, aujourd'hui, on imagine que ce sont plein de métaux hyper sophistiqués. À l'époque, c'était quoi comme métal? C'était... du bois alors, il y avait du bois, il y avait du métal et il y avait de la toile enduite. C'était vraiment assez basique. Oui. Et d'ailleurs, en nettoyant la toile sur ce chantier qui a pris 2 ans, on a pu redécouvrir les traces de projection d'huile. Donc, c'est ce qui peut paraître anodin, c'est assez émouvant, puisque ces traces ont 100 ans. D'accord. Et alors, le vol, c'est toute une technique, la propulsion, j'imagine, et tout ce qu'on peut voir autour de cela. Mais il y a aussi forcément les intempéries, donc l'imperméabilisation de l'époque, les enduits qui sont utilisés. Alors, je ne sais pas s'ils étaient très efficaces, et à mon avis, ils étaient testés par beau temps, quand même, pour éviter de rajouter des complications aux essais. Ouais. Alors, toutes ces pièces, effectivement, et notamment cette pale d'hélicoptère, alors je ne sais pas si je prononce bien, Emichen, je crois que ça se dit comme ça, voilà, qui donc est Étienne Emichen, qui est un des premiers. On la retrouve donc au musée. L'occasion pour nous de refaire de revoir un petit pan de l'histoire de l'aviation, de tous ces inventeurs, effectivement, des débuts de l'aviation. Qui sont les réels pionniers? On en a parlé ensemble, Wright et redites-moi le nom de... Étienne Emichen. Voilà, oui. Non mais juste avant, en 1800... alors Clément Ader. Avec son avion Éole en 1890. D'accord, son avion Éole. Et qu'est-ce qu'il avait de particulier par rapport aux autres? Alors lui, il s'inspirait des chauves-souris. C'est-à-dire que très souvent, le modèle dans le monde animal, c'était l'oiseau, assez logiquement, que ce soit des oiseaux qui utilisent le vol battu ou bien le vol plané, comme les rapaces. Mais lui, comme Léonard de Vinci avant lui, il a voulu s'inspirer des chauves-souris. Donc voilà, on était sur une tentative un peu novatrice à la fin du 19e siècle. D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure des expériences et ateliers qu'on peut retrouver à la fin. Il y a effectivement cette description des différentes manipulations, notamment par exemple le cycle du battement de certains oiseaux. Par exemple, le colibri qui bat des ailes 290 fois toutes les 10 secondes, qu'on pourra tenter de reproduire. Effectivement, alors on a tenté nous aussi, mais on n'a pas réussi pour l'instant. Donc voilà, mais les visiteurs y arriveront. Voilà, exactement. Peut-être que certains y arriveront. En tout cas, c'est une expérience à partager, bien entendu, avec les plus petits. Pour reparler de tous ces inventeurs, tous ceux qui ont fait avancer le monde de l'aviation, quelle a été l'avancée justement la plus marquante autour du vol?
C'est difficile à dire parce que ça s'est vraiment passé. Enfin, il y a eu, je pense, beaucoup de bons technologiques. Le moment où on comprend que le vol battu ne fonctionne pas, le moment où on arrive à passer du plus léger que l'air, c'est-à-dire l'aérostation, au plus lourd que l'air. C'est vraiment une gradation qui s'est faite sur un temps quand même très très court, finalement 100 ans. Donc on voit cette progression, en fait, c'est un peu ça le but de la séquence, c'est montrer que la démarche scientifique va s'affirmer de plus en plus, qu'on intègre le calcul, voilà, on est dans une démarche tout à fait scientifique. Oui, parce qu'on parle de calcul, effectivement, beaucoup de techniques, beaucoup de matériaux différents, effectivement l'expérience animale pour pouvoir reproduire, j'imagine, les mouvements et la portée. Qu'est-ce qu'on peut se dire autour du terme, de la logique de vol, du fait de voler? Il y a à la fois le fait d'être porté, c'est ça, l'aérodynamisme de départ. En fait, alors ça sera abordé dans une autre séquence, plutôt côté manipulation. On va étudier les forces, comme la portance, et la traînée sur le vol. Donc les visiteurs sont invités à utiliser les manips pour mieux comprendre les profils qui sont plus ou moins aérodynamiques, le comprendre par l'expérience. Voilà. Et notamment par la vitesse aussi qui joue évidemment. Donc pourquoi, forcément, on est tous fascinés par le vol, on est tous fascinés par l'aviation. J'imagine que c'était assez logique pour le musée de proposer cette exposition Flight, qui, je le répète, a démarré le 17 décembre et se poursuit jusqu'au 27 janvier. Mais pourquoi s'intéresser vraiment spécifiquement, je ne vais pas y arriver, avec spécificité voilà, c'est plus simple. Justement, à cette découverte, à ces pionniers, et puis au fait de joindre effectivement les animaux, les rapaces et les Alors c'est tout à fait dans l'ADN du musée, puisqu'on a déjà d'ailleurs dans l'exposition permanente, dans notre grande galerie, un espace dédié aux pionniers de l'aviation. Et puis là, c'est un travail collaboratif. Donc on a le Muséum de Bruxelles. Alors évidemment, ça permet de mettre en lien les inventions mécaniques de l'homme et puis le vol chez les animaux, donc oiseaux, chauves-souris, insectes et puis même poissons volants, puisqu'il y a eu des métaphores marines qui ont vraiment nourri l'inspiration de l'aérostation tout au long du 19e siècle. On voit, oui, c'est vrai que, alors, effectivement, c'est ce que j'ai vu, donc voler comme un oiseau, flotter comme un poisson, effectivement, avec la technique marine sur le modèle du poisson qui participe à la définition des principes du ballon dirigeable. Alors ça, j'aurais bien aimé que vous me racontiez, mais bon, je sais que ce n'est pas forcément votre expertise, mais c'est assez incroyable. En fait, tout simplement, après les premières ascensions en ballon à la fin du XVIIIe siècle, on va très vite chercher à diriger ce ballon, et donc on va s'inspirer de ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire le domaine maritime. Alors, on va avoir des barques volantes avec des hélices, des rames, des gouvernails, et les ballons vont s'allonger de plus en plus pour ressembler à des poissons. Donc on plaque vraiment les concepts de la marine sur le monde de l'air, puisqu'on conçoit ces deux fluides comme très proches finalement. D'accord, je comprends très bien. Merci. Manipulation et expérience, donc vous l'avez compris, qu'on peut retrouver effectivement au musée. Comprendre le phénomène de portance, mesurer un colibri, lanceur d'avion en papier. Alors ça, forcément, on l'a tous fait, même en classe, et on sait que c'est pas bien. Le cycle de battement du pigeon en plein vol. Merci beaucoup d'être venu, Victorine Magnin. J'en ai partout des feuilles, parce que forcément, il y a énormément d'informations pour cette exposition Flight à retrouver au musée de l'air et de l'espace dont vous êtes chargé de collection. Merci d'être venu dans le Grand JT. Merci à vous. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. On va parler, Frédéric, avec vous, d'une première en Europe. D'abord, Simplon, c'est une entreprise sociale qui forme des milliers de personnes au métier du numérique. On en parle de temps en temps dans l'école du futur. Vous avez récemment annoncé ce partenariat stratégique, une vraie première avec OpenAI, qu'on ne présente plus, la maison mère de ChatGPT, pour rendre l'intelligence artificielle accessible, notamment aux communautés sous-représentées. On veut tout, les coulisses, comment est né ce partenariat, etc. Dites-nous tout. On avait déjà depuis 2013 des partenariats assez structurants avec des grandes machines du numérique, comme Microsoft, comme Apple, comme Meta. Et ça s'est fait à Vivatech.
au mois de mai. En fait, j'avais des partenaires qui sont basculés chez OpenAI, qui ont été débauchés par OpenAI. Et donc, comme j'avais déjà l'habitude de travailler avec eux, ils étaient dans d'autres entreprises que je ne citerai pas. On a repris langue et on a discuté un petit peu au moment de Vivatech. On a discuté pendant l'été. Et puis voilà, on l'a annoncé il y a quelques semaines. Mais ça s'est fait assez naturellement. Après, on est le seul partenaire en Europe aux côtés de l'UNICEF. C'est un peu, on se demande ce qu'on fait là. Mais voilà, comme on est assez référent sur ces questions-là, je pense qu'ils ont choisi de continuer à travailler avec des gens qui connaissaient déjà. Alors justement, peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore bien Simplon, qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites et surtout, qu'est-ce qui, selon vous, a intéressé OpenAI chez vous ? On fait partie de cette vague-là des bootcamps à la française, donc des formations un peu innovantes, lancées en même temps que l'école 42, le wagon, et tous ces gens-là, c'est une génération spontanée, on s'est tous lancés, on a pris la même vague, mais on la surfe un peu différemment, nous on est très très social, très inclusif, et donc voilà, je pense que c'est ça qui a intéressé OpenAI, on est très très en contact avec des communautés éloignées de l'emploi, on a un programme réfugiés, handicap, et on forme 7000 personnes par an, on a 120 écoles dans 25 pays, principalement en France, donc voilà, je pense que voilà, et on est très très proche des ONG, on a aussi une fondation et donc voilà, on fait du prosélytisme pour qu'elles utilisent la technologie pour changer le monde et donc je pense que c'est ça qui a dû taper dans l'œil d'OpenAI. L'autre mot important, c'est le mot confiance. Oui, parce que c'est la base de tout. J'allais dire, un certain nombre de jeunes, en fait, on a réussi, entre guillemets, à leur faire croire qu'ils n'étaient bons à rien. Et donc ces jeunes, dans un premier temps, ça va être de travailler sur l'estime de soi qui va déboucher après sur une confiance en soi. Et à partir du moment où on a commencé à réallumer cette flamme-là de l'estime de soi, etc., on peut après travailler sur des projets beaucoup plus longs, beaucoup plus, impactants que sont celui de l'insertion et de l'inclusion. L'inclusion, c'est un mot que tout le monde écoute et en parle, mais en fait, quand on regarde beaucoup ce qui se passe dans la société, on se rend compte que cette inclusion, c'est souvent des mots. Que ce soit sur la question des jeunes des quartiers ou la question des personnes en situation de handicap. Par exemple, nous, dans le cadre des Jeux Olympiques, on a travaillé avec le département Héritage des Jeux via un programme qu'on a appelé la Caravane Héritage en Partage, où on a sillonné pas mal de villes et de territoires de France. Et sur Marseille, par exemple, c'est une étape qui m'a beaucoup marqué. Lors de cette étape, on a travaillé avec les centres sociaux qui s'occupaient des personnes en situation de handicap. Et on s'est rendu compte, moi le premier, que notamment sur une plage, c'est très rare de voir des personnes en situation de handicap. En même temps, de voir des adultes en situation de handicap, se déplacer dans la ville. Et on se rend compte que comme ça, la société a parqué des gens dans des structures, dans des endroits pour qu'ils ne soient pas visibles. Et donc, l'inclusion, c'est comment on prend un certain nombre de statistiques liées soit à la question sociale, la question de la diversité ethnique et autres, le handicap, et comment ces statistiques, on les fait se mouvoir dans la société, et non rester dans des endroits figés pour éviter le regard, etc. Toute l'école est un endroit où on regarde le futur. Et les maîtres et les maîtresses que j'ai découverts, parce qu'au départ, je voulais filmer que la récréation. Et puis, au sens propre de la cour de récréation. Oui. Mais j'étais en même temps très prise par le rapport des enfants avec les adultes, qui allaient tout le temps voir les maîtres ou les maîtresses qui étaient en charge de la récréation pour dire ouais, on s'est engueulé, il veut pas jouer avec moi, il m'a tapé, etc. Et où ils savaient en y allant que c'était pour que le conflit soit résolu. Et pas que quelqu'un soit puni, mais pour que ça soit résolu. Et les enfants ont été formés comme médiateurs aussi. Donc les enfants arrivent et se sentent assez forts de dire non, tu dois pas faire comme ça, tu dois t'excuser, vous devez vous serrer la main, et ça doit être la vérité. Comme ça. Et moi, je trouvais ça extraordinaire. Et un jour, je suis montée en classe avec le professeur Mohamed Hammer, et il y avait le quart d'heure de lecture. Et d'abord, il est arrivé, quand tous les enfants étaient dans la classe, et il a dit « Il y a trop de bruit ici », comme je viens de le dire. Et tout le son est descendu, immédiatement. Et ensuite, voir tous ces enfants qui lisent chacun un livre en silence,
comme a dit le professeur Mohamed, sinon ils lisent pas. Et ensuite, je suis restée au cours. Et moi qui pensais que la classe, c'était banal et sans intérêt, j'ai découvert qu'on voyait dans le visage des enfants tout leur désir, toute la façon dont ils ne comprenaient pas, la façon dont ils voulaient comprendre, dont ils voulaient bien répondre, etc. Et ça m'a beaucoup émue, quoi. Vous parlez de projets d'intérêt général que vous envisagez de développer avec les ressources qui vont vous être mises à disposition. Ce hackathon Gen AI, c'est ça le c'est titre ça, pour le handicap et la migration. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous souhaitez voir ressortir de ce hackathon? Qui y participe? Expliquez-nous. Nous, on n'imagine rien. Par contre, on a été voir 4 associations qui, elles, imaginent bien tous les cailloux dans la chaussure qu'ils ont et tout ce qui pourrait lever comme frein avec ces technologies-là. Donc, elles ont chacune droit à 2 challenges, 2 défis technologiques avec de l'IA générative. Et donc, on va les plier pendant les 2 jours de hackathon. On va les résoudre. Donc, ça va de la bibliothèque de prompt à un ChatGPT custom, en passant par des choses qui peuvent être effectivement audio, et de la transcription ou du multilingue. Donc, voilà, elles sont arrivées avec 8 problèmes et on a 2 jours pour les résoudre avec l'aide des experts OpenAI, d'associations, des membres de l'association aussi, des bénéficiaires. Donc, il va y avoir des personnes en situation de handicap et des réfugiés qui vont travailler dans le hackathon aussi aux solutions pour qu'on ne soit pas déconnecté du client final, on va dire. Et puis des partenaires entreprises qui, de manière bénévole, en fait, viennent s'impliquer parce qu'elles sont déjà partenaires des associations et des formateurs de Simplon, des apprenants de Simplon. Donc, ça va être un joyeux bazar, mais ça va être super. Et comment, justement, on rallume cette flamme dont vous parlez? Comment est-ce qu'on s'y prend pour leur donner confiance en eux? Alors, je vais vous donner quelques ingrédients, mais pas tous, parce que c'est notre aussi savoir-faire. On va travailler sur le sujet des soft skills, donc des compétences douces, c'est-à-dire qu'on a tous en nous des talents connus ou reconnus ou mal connus, qui vont faire que par exemple, si vous avez une capacité d'écoute ou une capacité d'empathie, si vous avez cette énergie qui, dans certains endroits, peut être considérée comme que vous êtes hyperactif, alors que dans d'autres, cette hyperactivité peut être source, au contraire, de potentiel plus, et ben voilà, ça va être identifier là ces choses que vous avez en vous de manière naturelle et de les orienter vers des secteurs et des métiers vers lesquels ces talents-là feront mouche. Même chose, on va utiliser aussi, par exemple, le théâtre. Le théâtre, pour nous, c'est un outil important pour justement travailler sur la diction, l'éloquence, parce qu'on va être dans des territoires ou dans des situations où les gens... quand vous êtes dans l'échec ou quand vous êtes mal dans votre peau, vous n'allez pas prendre l'habitude de parler. Bon, moi, on va sentir que j'aime parler. Mais voilà, donc il faut réapprendre aux gens à utiliser tous ces mots, MOTS, de façon à ce que les gens puissent se mouvoir, aller chercher leur part de réussite républicaine. Et donc, le théâtre aussi, c'est aussi un moyen d'accepter son corps, d'accepter d'être mise à nu face à l'autre. Chaque maître ou maîtresse lit un chapitre d'une très grande histoire. Ça peut être Ulysse, ça peut être Artémis. Là, c'était le tour du monde en 80 jours. L'épisode où le vieux Raja est mort et il est marié à une jeune fille de 20 ans, comme toujours, et elle doit mourir parce qu'elle ne doit pas lui survivre. Et donc, il y a un moment où tous les enfants doivent dire ce qu'ils ont bien compris l'histoire, en CM1. Et ensuite, il y a des petits groupes de 4 avec un rapporteur. Et il faut répondre aux questions qui sont, est-ce que on peut... Quand on est croyant, voilà, doit-on systématiquement suivre les coutumes de sa religion? On avait un tout petit extrait de cette scène dans la bande-annonce. Moi, elle m'a saisi en regardant le film, parce que j'ai trouvé que les enfants avaient un avis extrêmement formé, qu'ils se réfèrent à des obligations. Alors, ils se plantent un peu sur le nombre de prières par jour, sur des trucs. Mais enfin, quand même, on devine qu'il y a une présence, voire une omniprésence du religieux dans leur vie, que ça leur est extrêmement familier. Oui, et en même temps, disons, ce qui est très drôle, c'est qu'évidemment, comme dit la petite fille Khadija, qui est ma star, qui dit « Wallah, il est haram ce débat, on ne peut pas parler. » Elle le dit au début. Voilà. Et puis ensuite, il y a un des rapporteurs qui dit « Ben, il n'y a qu'à changer de religion. »
Exactement. Voilà. Et puis un autre qui dit oui, mais tu vas te faire. Et puis les filles commencent à dire ça dépend. Ça dépend. Absolument. Mais ils en parlent quand même. Enfin, je ne sais pas si c'est peut-être un effet, je vous fais un retour de spectateur, avec un vocabulaire, des tournures assez élaborées. Oui. C'est-à-dire qu'on sent qu'on est sur un sujet extrêmement sérieux. Ils le traitent extrêmement sérieusement. Oui. Et il n'est pas question on rigole pas, quoi. Si on rigole. Enfin, on rigole. On rit, en tout cas, on prend le sujet au sérieux. Précisément. Ouais, voilà. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en régie. À la réalisation aujourd'hui, c'est Angèle Jean-Girard. Au son, Héloïse Merlin. Laure Audemont au maquillage. Et Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée à tous et on se retrouve demain, bien sûr. Ciao.